Christophe Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteur en scène, très connu et très apprécié en France. Et vous dirigez le Théâtre du Nord, le Théâtre de Lille. Vous aviez une expérience inédite. Vous étiez invité cette saison à Moscou pour travailler avec les acteurs de la troupe de Fomenko pour monter au spectacle. Inédite parce que je pense que c'est la première fois que les acteurs de Fomenko travaillent avec un metteur en scène invité et en plus un metteur en scène étranger. Comment cette aventure est née? En fait, en 2010, je crois que c'est 2010, quand il y a eu les années croisées France-Russie, le spectacle que j'avais fait à la Comédie Française, qui était le mariage de Figaro, est parti sur plusieurs villes de Russie, et notamment il est passé à Moscou au Théâtre d'Art, ce qui fait que les acteurs, beaucoup d'acteurs, je crois, de la troupe l'ont vu, et puis, d'après ce que j'ai compris, suite à ce spectacle, ils ont eu envie qu'on partage une création ensemble. Donc je savais, j'ai appris comme ça, mon nom tournait chez eux, et puis un jour ils m'ont appelé et j'ai rencontré le nouveau directeur, Eugenia Kamenkovic, et puis on s'est mis d'accord sur un texte, et puis plus tard une distribution, et je suis parti avec mon équipe, en tout cas l'équipe des maîtres d'œuvre avec lesquels j'ai l'habitude de faire des spectacles, c'est-à-dire scénographie, costume, lumière, son. Donc c'était une équipe avec laquelle vous êtes parti, ça c'est aussi, c'est très particulier, vous n'êtes pas parti seul, vous êtes parti avec une équipe française. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait été une discussion qui n'a pas été simple, puisque moi je disais que le théâtre c'est un des derniers arts collectifs, et que je suis, même si je suis le metteur en scène, et les spectacles, je ne les fais pas tout seul. Je ne les fais pas tout seul avec je ne les fais pas sans acteurs évidemment, mais je ne les fais pas non plus sans cette équipe-là qui fait aussi partie, qui permet d'avoir cette touche, en tout cas de faire des spectacles tels que je les fais, tels qu'ils sont, comment je pourrais dire, je me disais, en fait, si vous avez aimé le mariage de Figaro, c'est bien parce que je travaille avec des acteurs, mais aussi avec une équipe de maîtres d'œuvre qui sont ceux-là, et qui sont vraiment que ceux-là. Du coup, et puis voilà, et puis je me voyais pas partir avec d'autres gens, je n'avais pas envie de travailler avec d'autres gens non plus. Ça reste quand même quelque chose de très intime, le théâtre. Je pense que j'ai accepté cette invitation aussi parce que je pouvais venir avec ces gens qui font ces spectacles avec moi. Et la qualité de ces spectacles tient aussi en effet à ma façon de mettre en scène, mais aussi à l'inspiration que j'ai lorsque je travaille avec ces gens-là. Donc voilà, ça a été une des conditions que j'ai mis en place tout de suite. Donc c'était pas très simple pour l'atelier théâtre Fomenko, puisque pour eux, ils pensaient que j'allais simplement venir et travailler avec leurs équipes. Donc une fois que tout ça a été mis en place, on est parti, et la création, les répétitions ont commencé à partir du mois d'octobre. Ils ont trouvé quelque chose dans votre esthétique quand ils ont vu le mariage de Figaro qui les a complètement envoûtés. Ils ont trouvé, j'ai entendu parler par les acteurs de Fomenko, qu'ils ont trouvé quelque chose en commun entre vous et le style de leur maître. Comment vous pouvez définir ça? En fait, je sais pas, toujours
toujours est-il que moi j'aimais beaucoup ces spectacles, j'ai toujours beaucoup aimé ces spectacles. Je trouvais ces spectacles très musicaux. Pour moi, flamenco, c'est un peu comme Mozart, quoi. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre russe, mais j'ai envie de dire qu'il y avait quelque chose, des fois, souvent il y a des choses qui me gênaient du côté des acteurs, où c'était très appuyé, où le jeu, alors que certains aimaient ce jeu-là, moi je le trouvais quelquefois un peu trop expressif, quoi. En tout cas, trop expressif pour moi. Et chez Fomenko, en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est que les acteurs étaient très musicaux. Et qu'il y avait des nuances que je voyais nulle part. Que je ne voyais pas en France, mais que je ne voyais pas en Russie non plus. Et en même temps, et du coup, je le trouvais quelque part très à part, très européen. Alors, je ne sais pas si le mot européen veut dire quelque chose, mais en tout cas, pour moi, il veut dire qu'il était russe, mais il était aussi autre chose, il était plus que russe. Et c'est ça, en fait, qui me plaisait, et c'est là, je pense que je me suis reconnu quelque part dans ces spectacles. Et quand j'ai fait la distribution du Mariage de Figaro, je ne l'ai pas fait exprès, mais pratiquement un peu plus de la moitié de la distribution avait travaillé avec lui sur la forêt. Et je crois qu'inconsciemment, puisqu'on parlait beaucoup, on parlait souvent de lui, c'est comme ça que j'ai appris qu'il avait énormément marqué les acteurs, peut-être plus qu'ils ne l'imaginaient, et que j'ai presque envie de dire qu'au fond, c'était une rencontre imaginaire entre eux, moi et lui, qui était peut-être pas là, mais qui était présent en fait, dans nos histoires communes et dans nos histoires différentes, quoi. Il y avait peut-être un rêve de théâtre commun qui était là, qui lui appartenait, et qui a fait que, à un moment donné, inconsciemment, on s'est retrouvé sur un territoire qui était peut-être un territoire rêvé qu'on avait les uns des autres. Alors ça paraît un peu étrange, mais je pense que le théâtre peut aller sur des territoires étranges comme ça. Il travaille avec l'indicible de toute façon, de chacun d'entre nous, qu'on soit sur scène ou qu'on soit en dehors de la scène en train de diriger les acteurs, mais toujours est-il qu'à la fin, quand j'ai regardé le spectacle, je me souviens, je le trouvais très lyrique. Et ça m'avait beaucoup surpris. Et je pense que c'est ça qu'ils ont reconnu. Mais voilà, l'effet d'imitation, lorsqu'il n'est pas volontaire, lorsqu'il est inconscient, c'est tout simplement parce qu'il y a chez l'autre quelque chose de chez nous, ou il y a chez nous quelque chose de chez l'autre. C'est peut-être ça qui me plaît au fond. Peut-être que c'est ce qui me plaît le plus au théâtre. C'est cette rencontre imaginaire, cette rencontre rêvée qui, entre un auteur, des acteurs, une œuvre, qui tout d'un coup s'inscrit sur un plateau comme une réalité. Quoi. Donc je crois que quand le spectacle est parti là-bas, ça ne m'a pas étonné que ces acteurs-là, au fond, s'y retrouvent. Et quand ils m'ont appelé, j'ai envie de dire que ça m'a plu, en fait, de me dire que j'allais travailler avec eux. Parce que c'était comme s'il existait une histoire qui était une histoire qu'il fallait construire, mais qui était déjà presque présente, quoi. Donc en fait, entre mon rapport à la Russie,
qui est aussi une histoire personnelle assez forte pour moi avec ce pays, pour diverses raisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais entre mon rapport avec ce pays et puis ce rapport que j'avais avec ce metteur en scène et ses acteurs, puisque en fait c'est ces acteurs-là qui m'ont fait rêver. Puisque quand je regardais, quand j'ai vu les spectacles, que ce soit Guerre et Paix, ou Loup et Brebis, ou Les Nuits Égyptiennes, enfin voilà, ce sont ces acteurs-là en fait qui m'ont fait voyager. Tout d'un coup, il y avait du sens à venir travailler en Russie, chez eux. Je ne connais pas du tout votre rapport avec la Russie en général. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Oui, disons que j'ai travaillé avec Ariane Mnouchkine, elle est française, elle est profondément française. Mais là, quand même, son papa qui était Mais russe. voilà, il y a une part d'elle qui vient d'ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, quand on avait fait ce voyage chez Dodine, où on a été stagiaire avec quelques-uns de mes camarades de metteurs en scène pendant 3 mois, sur la création de Chevengour, j'ai retrouvé comme ça, chez Dodine, dans le fonctionnement de la troupe, des choses que je connaissais déjà du Théâtre du Soleil. Donc il y avait déjà une histoire, et puis moi j'ai une histoire, voilà, depuis qui est, je sais pas, qui est marquée depuis mon enfance, et puis comme jeune adulte avec ce pays, avec l'histoire de ce pays aussi, avec des voyages que j'ai pu faire, et notamment un voyage absolument hallucinant en 93 que j'ai fait avec 2 de mes camarades à travers la Russie et l'Asie centrale, grâce au père d'Ariane qui avait réussi à nous trouver des visas d'affaires. Donc en fait on a fait un voyage avec les roubles, et on était tout à fait libre de voyager dans ces différents pays qui étaient l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, la Russie évidemment. Donc voilà, c'était un voyage qui a été très troublant, qui a été très émouvant, qui était aussi assez brutal, hein. Et puis mais qui a laissé des traces très fortes chez moi, et qui n'a pas arrêté d'être présent tout au long jusqu'à maintenant, quoi. C'est-à-dire comme si j'avais un rendez-vous avec ce pays, avec cette histoire qui se concrétisait grâce au théâtre. Et alors, elle a eu cette rencontre avec les acteurs de Fomenko. Et comment vous avez travaillé concrètement? Comment ça s'est passé? En fait, j'avais pas envie de les changer, mais j'avais pas envie qu'ils me changent. J'avais envie qu'on fasse un voyage, qu'on arrive à faire un voyage commun. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi Molière. Moi, j'avais jamais travaillé sur Molière. Eux non plus. Il y a eu, c'est un concours de circonstances, hein. Pourquoi Molière? Au départ, c'était pas Molière, c'était autre chose. C'est courant. Voilà. Mais même avant, le Soulier de Satin, c'était même des textes contemporains, et voilà. Donc on a mis un certain temps avant de tomber d'accord sur un texte. Et j'ai choisi Molière aussi parce que Molière, c'est la France du XVIIe siècle. C'est un auteur que moi je ne connaissais pas. Enfin, je connais évidemment Molière, mais je ne m'étais pas penché sur Molière, j'avais jamais monté de spectacle, je ne l'avais jamais travaillé, sauf au Théâtre du Soleil, quand Ariane avait monté le Tartuffe. Et puis pendant les répétitions, voilà, j'étais parti, donc j'avais pas vu, j'étais pas allé jusqu'au bout du travail. Mais toujours est-il que voilà, je voulais qu'on travaille ensemble sur la découverte d'un auteur, et puis aussi d'une culture française qui est la mienne, qui est aussi, j'ai envie de dire, qui est celle sur laquelle on est encore aujourd'hui. Hein, je veux dire, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire de France, hein, ça ne m'intéresse pas, mais
Mais il y a des choses qui sont toujours présentes chez nous, le rapport esthétique, la dimension politique, la forme, voilà, le rapport au théâtre et le rapport au pouvoir. Tout ça, pour moi, s'inscrit dans une histoire qui commence, enfin, en tout cas, qui marque le XVIIe siècle. Et aujourd'hui, de quoi parle l'Amphitryon? De quoi parle l'Amphitryon à l'homme moderne, à l'homme du début du XXIe siècle? De quoi parle cette pièce? Moi, je pense que, de toute façon, les pièces classiques, si elles sont toujours présentes aujourd'hui, c'est qu'elles restent actuelles. Et pour moi, d'ailleurs, ça a été un petit moment de remise, de questionnement avec les acteurs, puisque eux ont toujours pensé que c'était une histoire d'amour. Et moi, j'ai toujours dit que c'était une histoire de pouvoir. Et que pour moi, Amphitryon, c'est une histoire de pouvoir, qui met évidemment en jeu la sensualité, le désir, mais tout ça est relié au pouvoir. C'est-à-dire que l'amour, c'est le constat, c'est le début. Et puis, il y a cette lutte entre ces deux hommes et cette femme pour la conquérir et pour non pas la garder, mais comment je pourrais exprimer ça, comme un désir de possession que l'un et l'autre, Jupiter et Amphitryon. Mais Jupiter, c'est Dieu. Oui, Jupiter c'est Dieu, mais dans le génie de Molière, c'est qu'il en fait un homme. Donc un homme traversé par... Donc un homme de pouvoir. Ben, c'est un homme de pouvoir, Jupiter, de toute façon. C'est le roi, quoi. C'est le roi. Amphitryon, c'est aussi un homme de pouvoir, mais c'est le général. Donc en fait, c'est deux hommes de pouvoir qui s'affrontent et par rapport à cette femme qui est Alcmène, et qui est une femme qui est très forte, mine de rien. Et c'était ça que je trouvais qui était intéressant. C'était la lutte de ces deux hommes très forts sur cette femme, qui est une femme qui est un personnage féminin qui est très fort et très puissant, quoi, et qui est très très beau, qui développe tout son rapport à la féminité, à la sensualité, puisque la première scène entre Jupiter et Alcmène est une scène éminemment sensuelle sur le désir et non pas sur l'amour. Voilà, parce que l'amour c'est quand même quelque chose d'assez global. Par contre, il a fallu justement décortiquer ça pour essayer de sortir de tout ça les passions les plus belles et les plus terribles, quoi, dont s'est servi Molière pour raconter cette histoire. Il y a quand même dans cette histoire l'homme et Dieu. Ouais, mais moi je ne crois pas en Dieu. Alors en fait, Dieu c'est une abstraction pour moi. Et par contre, ce que je trouve qui est toujours intéressant, c'est comment on se sert de la figure de Dieu pour écraser et pour avoir du pouvoir sur les autres. Et c'est ça en fait qui me plaît. C'est ça, en fait, c'est ça qui me plaît au théâtre. C'est le rapport au pouvoir. Et particulièrement chez Molière. Donc, je trouvais ça intéressant de travailler sur Molière aussi parce que pour moi, celui qui a peut-être raconté de manière très romancée, mais avec beaucoup de subtilité, la vie de Molière, c'est Bulgakov. Et pour le coup, il savait de quoi il parlait avec la vie de Molière. Alors après, j'ai été assez étonné parce que il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient lu, ou même certains l'avaient oublié. Alors que pour moi, c'est plutôt... je trouve que pour monter Molière, ça devient très intéressant de lire la vie de Molière de Bulgakov. Parce que justement, il ne fait que parler de ça. Et il me semble que c'est ça qui est la trame de toutes les pièces de Molière.
Dans la vie de Bulgakov, il parle des relations entre l'artiste et le pouvoir. Tandis que dans Amphitryon, Oui, il ne s'agit pas d'artiste, il s'agit de normes tout court. oui, mais il n'empêche, peu importe. Mais là, on sent bien que les questions que se pose Molière, qui sont des questions, au-delà des questions poétiques, il y a cette question. La question la question du pouvoir et de comment échapper au pouvoir, la question de la peur aussi. La peur que le pouvoir crée.